Alors, bonjour à tous, merci d'être ici, d'avoir accepté de participer à cette table ronde organisée par la revue K, par Academ et les éditions de l'Antilope. Aujourd'hui, on va échanger ensemble sur un événement historique important, la Révolution française, et le destin des Juifs français à partir de la Révolution française. Que s'est-il passé durant ces années? Avec quel nouveau statut est-ce qu'ils en sortent? Quelles conséquences pour les Juifs français, mais aussi pour les Juifs européens? On verra notamment la perspective italienne de la Révolution française. Et puis, quel souvenir, quelle mémoire de ces événements sur le temps un peu plus long du 19e, et on verra en fin d'échange aujourd'hui. Pour discuter aujourd'hui, trois intervenants. Maurice Samuels d'abord, qui est avec nous depuis New York. Donc je vous présente rapidement pour le public français, mais vous avez des ouvrages qui sont parus en français, donc vous êtes déjà connu ici. Vous êtes historien, professeur à Yale, l'auteur pour les ouvrages français de l'invention de la littérature juive en France et les grands auteurs juifs de la littérature française au XIXe siècle, tous deux parus chez Hermann, et l'auteur également d'un livre donc, en anglais, dont la traduction française serait Le droit à la différence, l'universalisme français et les juifs, qui est paru en 2016 aux presses universitaires de Chicago, et qui est peut-être de tous vos ouvrages celui qui est le plus proche des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. Avec vous, on verra donc l'histoire précise de la Révolution française dans ses différents événements, dans sa complexité, et puis la mémoire de la Révolution chez les Juifs français au XIXe siècle. David Emano, bonjour. Vous êtes historien également, enseignant à l'Université de Strasbourg et rattaché à l'EHESS au Centre de recherche historique. Vous êtes spécialiste du judaïsme italien et vous avez soutenu une thèse sur précisément la période révolutionnaire et la période napoléonienne. Tout est parfait. Et Gilles Rosier, enfin, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes écrivain, traducteur, spécialiste de littérature yiddish. Vous avez dirigé la maison de la culture yiddish à Paris jusqu'en 2014. Et depuis, vous dirigez la maison d'édition, les éditions de l'Antilope, chez qui vous faites paraître donc, ce discours sur les Juifs, 1789, que vous nous présenterez tout à l'heure, mais qui inaugure, je crois, votre pochothèque, les éditions de poche des éditions de l'Antilope. Absolument. Très bien. Donc merci encore à tous les trois d'avoir accepté de participer à cet échange. Donc je l'ai dit, la Révolution fait figure pour les Juifs français de période fondatrice. On la raconte comme le début de l'âge de l'émancipation, mais cette manière un peu lapidaire de raconter la Révolution, en fait, l'obscurcit plus qu'il ne l'éclaire, et l'enjeu de notre échange aujourd'hui va être de restituer un peu de la complexité de ce sujet, donc avec vous. Pour bien comprendre ce qui se passe au moment de la Révolution, je vais commencer assez brièvement par raconter la situation des Juifs en France avant la Révolution, pour qu'on puisse un peu plus sentir à la fois les effets de continuité et les effets de rupture. Donc la réalité du judaïsme français avant la Révolution, c'est à peu près 40 000 personnes qui sont réparties entre trois grandes zones de peuplement. La première, en termes de taille, c'est évidemment l'est de la France, donc l'Alsace, la Lorraine, où sur les 40 000, on a à peu près 25 000 juifs qui vivent sur ces différents départements. Deuxième zone de peuplement en termes de taille, c'est les régions qui sont avoisinantes de Bordeaux et de Bayonne, où vivent aussi les populations juives. Et puis enfin, troisième zone, beaucoup plus petite, c'est Paris, où vivent des immigrés venus de ces deux communautés, donc soit du sud, qu'on appelle les juifs portugais, soit de l'est, qu'on appelle les juifs allemands. À ces trois zones de peuplement s'ajoutent les États pontificaux, qui ont aussi en leur sein, qui abritent une communauté juive, donc entre le comtat vénécin et Avignon, États pontificaux qui n'intégreront le territoire français qu'en 1791, et donc la Révolution se penchera aussi sur les Juifs du pape, comme on les appelle, à partir de 91. D'un point de vue juridique, avant la Révolution, aucun juif français ne possède encore de droit civil ou politique. Ils sont considérés comme rénicoles, c'est-à-dire qu'ils sont des sujets du roi, autorisés à habiter sur le territoire par des lettres patentes qui ont été renouvelées. Mais ils n'ont pas à proprement parler de droit. En revanche, ils ont des degrés d'intégration dans la société avoisinante qui sont très différenciés, avec les deux extrêmes que sont d'un côté les juifs de Bayonne,
une communauté plutôt enrichie, embourgeoisée et assez proche de la bourgeoisie locale. Et puis à l'extrême, on pourrait dire, de l'intégration, les Juifs d'Alsace qui sont encore parqués dans certaines zones, qui n'ont pas le droit d'établissement ni de passage et qui doivent payer des taxes à des potentats locaux pour continuer à habiter autour d'Alsace, en Alsace et en Lorraine. Donc ça c'est pour la réalité, disons, du XVIIIe siècle, mais quelques années avant la Révolution française, on voit les premiers signes d'une intégration sociale plus avancée. Parmi ces signes, donc, évidemment, le fameux concours organisé par la Société royale des sciences de Metz sur le thème « Existe-t-il un moyen de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux ?» qui va conduire à l'édition d'un certain nombre d'ouvrages, dont le fameux ouvrage de l'abbé Grégoire sur la régénération des Juifs. La publication, autre signe, par Mirabeau en 1787, toujours d'une biographie de Moses Mendelssohn. La figure de Moses Mendelssohn en tant que telle marque un signe encore de cette émancipation progressive des Juifs. Et puis Malesherbes, qui fait partie donc de ces écrivains et de ces intellectuels, on pourrait dire des Lumières, qui ont entre les mains les différents ouvrages consacrés à la réforme politique des Juifs. Malesherbes, en 1787-1788, est chargé par Louis XVI de réfléchir à une évolution du statut politique des Juifs. Et donc il met en place une commission, la commission Malesherbes, dans laquelle il réunit un certain nombre de partisans de l'évolution des droits des Juifs, mais aussi cette commission va accueillir des représentants des différentes communautés pour donner un certain nombre de droits supplémentaires. Cette commission n'arrivera pas à son terme puisqu'elle est interrompue par la convocation des États généraux, donc qui se transformeront en Assemblée nationale. Et donc ce processus qui préexiste à la Révolution d'intégration et d'émancipation juridique des Juifs va changer de scène et va se dérouler désormais à l'Assemblée nationale. Ces différentes communautés, d'ailleurs, c'est un point qui est important et qui est souvent oublié, participent, en tout cas pour une partie d'entre elles, de ce processus révolutionnaire, puisque les Juifs de Bordeaux et de Bayonne obtiennent le droit d'élire des représentants qui eux-mêmes élisent les représentants locaux qui vont être envoyés à l'Assemblée nationale. Et pour l'anecdote qui n'est pas anecdotique parce qu'elle aurait pu changer sans doute beaucoup de choses, un Juif a failli à quelques voix près siéger donc aux États généraux. Cette intégration pré-révolutionnaire, donc juridique, est différente pour les communautés de l'Est de la France qui, elles, n'obtiennent pas le droit de vote, mais ont l'autorisation de déposer des cahiers de doléances qui seront envoyés à l'Assemblée. Voilà donc à grands traits, brossé à grands traits, le portrait un peu social et politique des Juifs de France avant la Révolution, donc une réalité, on l'a vu, contrastée. Et surtout l'élément important de ce décalage du lieu de la revendication politique des Juifs, qui donc, après une adresse au roi, se décale à une adresse vers l'ensemble de la nation constituée en Assemblée nationale. C'est sur cet épisode-là, donc révolutionnaire en tant que tel, qu'on va revenir maintenant, et je demanderai rapidement à vous, Maurice Samuels, de nous le raconter un peu en détail, de nous en rappeler les différents enjeux. Mais avant de commencer, Gilles Rosier, est-ce que vous pouvez nous présenter ce petit ouvrage, donc ce qu'il contient, et ce qu'il contient étant une très bonne introduction à ces différents débats? Oui, effectivement. Alors déjà, l'intention de le publier, c'est que j'ai un jour lu l'opinion du comte de Clermont-Tonnerre, dont on connaît en fait une phrase qui dit grosso modo tout pour les Juifs en tant qu'individus, rien pour les Juifs en tant que nation. Mais finalement l'opinion du comte de Clermont-Tonnerre est beaucoup plus développée que ça. Et m'intéressant à cette opinion, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un certain nombre d'autres opinions à l'époque. Et nous en avons retenu 4 principales, qui sont celles de Clermont-Tonnerre, donc, celle de l'abbé Grégoire, qui fait suite aux mémoires qu'il avait fait à Metz, et qui rappelle d'ailleurs un historique de la situation des Juifs de France au moment de la Révolution française également. Et puis, alors ça c'est pour plutôt les deux opinions qui sont pour intégrer les Juifs dans la citoyenneté française. Et puis il y a 2 opinions contre, qui sont celles du prince de Breuil, qui agit en tant que représentant de l'Est, de l'Alsace, et de Monseigneur de la Faye, qui est évêque de Nancy, tous les 4 étant députés à l'Assemblée nationale.
Et cet ensemble, finalement, donne une idée assez précise de quels étaient les a priori, les oppositions, les clichés, parfois hallucinants, et aussi et la bienveillance qui n'est d'ailleurs pas toujours exempte de clichés également, et sur la situation des Juifs de France et sur la problématique de les intégrer à la citoyenneté française pour des gens qui étaient sur le territoire national depuis des centaines d'années pour la plupart. Ce n'étaient pas des nouveaux venus pour la plupart. Tout à fait. Alors, c'est des extraits de discours qui s'insèrent dans un débat qui a lieu en décembre 1789, dont on connaît surtout, vous l'avez dit, la phrase de Clermont-Tonnerre, extrêmement répétée. Mais c'est un point important de rappeler, c'est-à-dire que c'est un débat qui vise à statuer sur la nationalité des Juifs ou pas, est-ce qu'ils sont français, et donc est-ce qu'ils seraient à même d'être citoyens français avec l'égalité de droit que ça implique. Mais c'est un débat qui d'un point de vue des partisans des Juifs, est un échec, puisque à la suite de ces échanges, l'Assemblée refuse de trancher la question et la remet à plus tard. Absolument, et en fait, il faudra attendre alors donc plus un an et demi, à la moitié de l'année 91 pour que effectivement les Juifs soient intégrés dans la citoyenneté française. Ça a été un combat d'arrache-pied et de longue haleine, disons. Exactement. Alors, Maurice Samuels, peut-être, donc je le redis, c'est des extraits de discours qui sont extrêmement intéressants parce qu'en fait, ils nous permettent ils restituent les différents arguments à la fois en faveur et la richesse des arguments en faveur parce que, comme vous l'avez dit, elle n'est pas du tout monolithe, et en même temps la richesse des arguments opposés, il y a des degrés d'opposition à cette citoyenneté, certains qui sont opposés par principe, d'autres qui disent qu'elle doit venir après un certain temps, etc. Donc on a là un excellent extrait des différentes positions. Est-ce que vous pouvez peut-être pour nous restituer les différents enjeux de ce débat au-delà des acteurs et les points d'achoppement? Bien sûr. D'abord, je commence par les débats sur les Juifs avant la Révolution que vous avez évoqué tout à l'heure. Et il faut savoir que dans les années qui ont précédé la Révolution, nous constatons un intérêt vraiment intense chez les Lumières pour les Juifs. Alors, quels sont les enjeux de ce débat? Je pense que pour les Juifs, que les Juifs offraient aux Lumières l'occasion de démontrer la puissance de leur modèle de transformation par la raison. Alors, selon l'abbé Grégoire, qui a co-gagné ce concours de Metz avec son essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, les Juifs ashkénazes étaient l'un des groupes les plus arriérés d'Europe. Et Grégoire voulait changer presque tout chez les Juifs, leurs occupations, surtout leurs pratiques d'usure, mais aussi leurs coutumes, leurs croyances, même leur régime alimentaire cachère, afin que les Juifs puissent mériter des droits. Donc les philosophes voulaient donner des droits aux Juifs, mais ils exigeaient leur transformation en échange. Or, dès que la Révolution commence, on voit une nouvelle logique pour l'attribution des droits, ou maintenant la citoyenneté aux Juifs. Et on voit cette nouvelle logique très clairement si on compare la motion en faveur des Juifs, qui est dans le livre de Gilles, avec l'essai sur la régénération que Grégoire a publié auparavant. Donc, si dans l'essai, il voulait éliminer la différence des Juifs, maintenant, il pense que la plupart de leurs différences culturelles ne sont pas pertinentes et ne sont pas des obstacles à la citoyenneté. Ce qui comptait pour Grégoire dans la motion, c'est-à-dire pendant la Révolution française, c'est qu'il devrait y avoir une seule loi universelle pour tout le monde, qu'une seule loi s'appliquait à tous de la même manière. Et c'est pareil, je pense, pour quelqu'un comme Clermont-Tonnerre. Alors, selon lui, les Juifs doivent devenir citoyens parce que la loi en France doit être universelle. Donc,
il demandait aux Juifs de renoncer à leur autonomie politique et à leurs juges, c'est-à-dire à tout ce qui empêchait l'application universelle de la loi en France. Mais quant à leurs autres pratiques, Clermont-Tonnerre a précisé que ces différences ne doivent pas être des obstacles à la citoyenneté. En fait, je pense que pour les révolutionnaires comme Clermont-Tonnerre, malgré son dédain visible pour les Juifs, il appréciait ou valorisait leurs différences culturelles parce que cette différence fournissait l'occasion de montrer l'universalité des nouvelles lois révolutionnaires. Si un groupe aussi différent que les Juifs pouvait être citoyen dans ce nouveau système qu'il créait, alors cela montrait la portée ou l'étendue de ce système. Donc, juste pour résumer, à mon avis, il faut distinguer entre les enjeux derrière les débats sur les Juifs avant et après la Révolution française. Avant la Révolution, les Lumières défendaient les Juifs afin de montrer comment la raison pourrait transformer un peuple. Pendant la Révolution, par contre, on défendait les Juifs pour montrer le caractère inclusif des nouvelles lois. Est-ce que ce thème-là de la régénération, donc vous l'avez rappelé, est là avant la Révolution et aussi là pendant la Révolution. Mona Ozouf, notamment dans ses travaux sur la régénération, a distingué deux conceptions, ce qu'elle appelle la régénération laborieuse, qui implique un travail sur soi et qui pourrait correspondre à cette première compréhension qu'ont les Lumières de ce que doivent faire les Juifs pour devenir citoyens, et la régénération miraculeuse, qui serait venue dans la Révolution en tant que telle. C'est-à-dire l'événement révolutionnaire aurait permis aux Juifs comme aux autres de s'émanciper, d'être en tout cas dorénavant en situation d'obtenir les droits pour lesquels il aurait fallu qu'ils fassent les preuves auparavant. Est-ce que cette opposition-là, entre partisans d'une régénération laborieuse et partisans d'une régénération miraculeuse, vous la retrouvez dans les débats autour de l'octroi ou non des droits aux Juifs au moment de la Révolution? Pas explicitement, mais je crois que vous avez raison, qu'en fait, c'est ce changement qui s'est opéré pendant la Révolution française. Avant la Révolution, c'était une transformation laborieuse demandée aux Juifs, et après, c'était plutôt miraculeuse, c'est-à-dire qu'ils devenaient des citoyens comme les autres, juste parce que la loi était universelle. Exactement. La position donc dans ce petit livre du Prince de Breuil, qui lui serait sur cette position d'une régénération laborieuse, est très explicite parce que sa proposition à lui, c'est de laisser un certain temps, c'est-à-dire de ne pas octroyer les droits tout de suite, mais d'attendre 10 ans, de voir si dans ces 10 ans les Juifs abandonnent l'usure, se mélangent davantage avec les autres citoyens français, etc. Et du coup de surseoir en attendant cette régénération. Oui, tout à fait. Et donc, il faut préciser que les opposants de l'émancipation des Juifs ne voyaient pas la situation de la même manière. Donc, comme vous avez dit, donc eux, ils voulaient une transformation laborieuse avant de donner des droits aux Juifs. C'était Clermont-Tonnerre et l'abbé Grégoire, donc les défendeurs des Juifs, qui voyaient les choses de cette manière miraculeuse. Oui. Les opposants étant eux-mêmes divisés entre les partisans de la régénération laborieuse et les opposants total. Total, qui pensaient que les Juifs ne méritaient pas quoi que ce soit. Oui, voilà. Donc ce discours de Clermont-Tonnerre, dont vous nous rappelez l'importance, dans les faits, politiquement, il n'a pas d'effet tout de suite. Il ne permet pas aux Juifs français d'obtenir des droits. Et du coup, qu'est-ce qui se passe entre décembre 1789 et la généralisation de la citoyenneté pour tous les Juifs en 1791 ? Oui, c'est une histoire intéressante et un peu compliquée. Donc, quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a proclamé, et c'était en août 1789, que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit,
toutes les minorités de la France, tous les exclus de l'Ancien Régime, pensaient qu'ils avaient acquis l'égalité, mais ce qui n'était pas du tout le cas, en fait. En réalité, les révolutionnaires voulaient affranchir les hommes du tiers-État et ils ne pensaient guère aux minorités. Donc, pour clarifier la situation, les minorités, y compris les protestants et les juifs, ont soumis des pétitions à l'Assemblée constituante réclamant la citoyenneté. Les protestants n'ont reçu sans trop de délai, mais les juifs posaient un problème. Or, comme vous avez dit, les juifs séfarades de Bordeaux jouissaient déjà d'une quasi-égalité sous l'Ancien Régime. Ils étaient beaucoup plus intégrés que les juifs ashkénazes de l'Est et ils ne voulaient surtout pas être confondus avec eux. Donc, en janvier 1790, les séfarades ont soumis leur propre pétition à l'Assemblée demandant la citoyenneté pour eux seuls sur la base de leurs lettres patentes préexistantes. Dans les débats dans l'Assemblée qui l'ont suivi, les opposants de l'émancipation, qui reprochaient aux Juifs ashkénazes leurs pratiques économiques, surtout l'usure, bien sûr, et leur tendance à rester à part, n'avaient pas les mêmes critiques contre les Juifs séfarades. Donc, en janvier 1790, l'Assemblée a décidé, par un vote de 374 à 224, de donner la citoyenneté aux Juifs portugais et espagnols, ainsi qu'aux Juifs avignonnais du Comtat. Les membres de la Constituante ont continué donc à débattre l'émancipation des Juifs ashkénazes pendant presque 2 ans. Et certains opposants objectaient que l'émancipation des Juifs en Alsace conduirait à la violence à cause de la haine des paysans contre les Juifs. D'autres voulaient attendre que les Juifs se soient transformés avant de leur donner la citoyenneté. Mais à mon avis, il devenait de plus en plus difficile de maintenir que certains Juifs méritaient la citoyenneté et d'autres non. Et finalement, le 27 septembre 1791, juste au moment où l'Assemblée constituante était sur le point de dissoudre, le député Adrien Duport a forcé la question. Il a pris la parole et il a dit, et je cite, « Je crois que la liberté des cultes ne permet plus qu'aucune distinction soit mise entre les droits politiques des citoyens à raison de leurs croyances. Et je crois également que les Juifs ne peuvent pas seuls être exceptés de la jouissance de ces droits. » Et puis, un autre député, Regnault de Saint-Jean-d'Angély, a déclaré, et je trouve ça assez touchant en fait, et je cite encore, il a dit « Je demande qu'on aille aux voix sans entendre ceux qui veulent parler contre cette proposition, parce que la combattre, c'est combattre la Constitution elle-même. » Donc, figurez-vous, combattre l'émancipation des Juifs, c'est combattre la Constitution elle-même. Et il a gagné. Donc, la citoyenneté a été accordée à tous les Juifs en France en septembre 1791. Et je vais terminer, mais il est important à noter que les seules demandes faites aux Juifs en échange de leur émancipation étaient qu'ils devaient renoncer à leurs anciens privilèges, prêter serment à l'État et remplir tous les devoirs imposés par la Constitution. Donc, et c'est important à mon avis, on ne leur a pas demandé de changer aucune de leurs pratiques religieuses ou culturelles pour devenir citoyens. On leur a demandé, il me semble, en revanche, pour les Juifs de l'Est, de renoncer à certaines dettes. Oui, la question des dettes va poursuivre les Juifs jusqu'au milieu du 19e siècle, en fait. Et on les tenait solidaires des dettes des anciennes communautés, même après la Révolution. Donc, c'est vrai que c'était une exception. Ouais.
Parce que cette lecture-là de l'impératif de renoncer à des dettes peut être lue comme une forme de cette régénération laborieuse, comme un gage à donner. Oui, c'était un vestige de l'ancien régime, mais on avait besoin d'argent, j'imagine. Donc, on pensait que les Juifs avaient de l'argent, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous, David Emano, parce que c'est un événement sans chauvinisme qui n'est pas que français, la Révolution. Elle a une influence, évidemment, elle va en avoir avec Napoléon, mais avant les conquêtes napoléoniennes, la campagne d'Italie, l'existence même de cette émancipation à quelques pas est regardée avec beaucoup d'intention par les communautés juives italiennes. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, il y a un débat sur la question juive qui se situe aussi dans les mêmes années en Italie. Donc, plusieurs auteurs qui prennent la parole sur la question avec un langage, on va dire un dictionnaire de la culture politique bien différent par rapport au langage qui est utilisé en France. Mais au fur et à mesure, on verra donc des traductions vers l'italien, des grandes œuvres sur l'amélioration civique des Juifs, donc l'œuvre de Willem de Vendôme, puis l'œuvre de Grégoire, qui seront donc traduits en italien au fur et à mesure et apporteront donc aussi un nouveau langage politique dans le milieu italien. Et la situation italienne est plutôt non linéaire, plutôt variée. Et il faut rappeler que l'Italie est caractérisée par une fragmentation politique, territoriale de très longue date. Et en quelque sorte, la période du XVIIIe siècle crée un fossé entre ces États qui ont adopté un système politique éclairé, on va dire en gros, et ces États qui sont restés sous des positions donc anti-lumière et conservatrices. Et on a donc le cas peut-être le plus important, c'est les grands duchés de Toscane, pour ce qui concerne les États de despotisme éclairé, et qui en fait prend des mesures en faveur des Juifs assez intéressantes, plutôt avancées pour l'époque. Je parle par exemple des dispositions prises par Léopold Ier autour de 1778-19 qui permettent, donc qu'autorisent les Juifs à recouvrir des charges en tant que conseillers communaux, par exemple. Donc une première entrée progressive, bien évidemment, dans les espaces, on va dire, politiques. Mais on pourrait aussi parler, bien évidemment, de ces régions d'Italie, par exemple la ville de Mantoue, la ville de Trieste, qui sont sous influence Habsbourg et donc profitent en fait de la promulgation des édits de tolérance de 1782. Et donc c'est un peu une époque qui marque aussi la fin d'une idée, d'une culture de la ghettoisation dans certains lieux d'Italie. De l'autre côté, on a des États qui restent sous des positions antilumières, comme des États pontificaux, comme le duché de Savoie ou encore la République de Venise, où le moment est marqué par un retour à l'arrière, on va dire, un moment de raidissement des mesures anti-juives et notamment des mesures de ghettoisation. Donc, je rappelle, en fait, l'Italie avait choisi depuis donc, le XVIe siècle cette modalité donc, qui a été définie par les historiens comme une modalité d'expulsion vers l'intérieur des populations juives pour mieux les contrôler et notamment dans le cadre des États pontificaux pour les convertir de force au christianisme. Donc le moment en fait est très important aussi en Italie. Une question juive est posée. Elle est posée par plusieurs auteurs italiens, catholiques et juifs. Donc on a la voix catholique qui est très forte, qui se concentre autour par exemple, d'un auteur qui est un noble éclairé, Giovanni Battista d'Arco, qui publie en 1782 un ouvrage qui fait beaucoup parler autour donc de la question de l'intégration. On ne peut pas parler de régénération, mais plutôt d'une intégration des populations juives italiennes dans la sphère de l'économique notamment. Donc c'est un discours qui est fait surtout sur les domaines socio-économiques. Et de la même façon, on a aussi une voix juive, par exemple la voix d'un autre mantuanais qui est Benedetto Frizzi, qui publie toujours dans les années 80 une réponse à l'ouvrage de D'Arco, et en situant donc aussi la question de l'ancrage local des Juifs dans la société majoritaire. Et donc il pose aussi des questions très intéressantes à ce sujet-là.
Donc, pour résumer, je dirais qu'il y a un courant de pensée qui est en train de se développer, qui n'a pas le même langage qu'en France, bien évidemment, même pas qu'en Prusse, mais qui quand même permet à certains auteurs de commencer un débat autour de la question juive, même si ce débat est fortement conditionné par le contrôle ecclésiastique, par la censure, par aussi la propagande anti-lumière. Et donc ce débat-là va être percuté par le début de la campagne d'Italie, donc en 1796, et la manière dont cet idéal d'émancipation révolutionnaire va se diffuser en Italie. Oui, tout à fait, oui. Donc en vérité, on peut parler vraiment de régénération des Juifs italiens seulement à partir de la campagne napoléonienne de 1796 à 19. Et c'est la première émancipation des Juifs italiens. On a aussi une deuxième, donc on peut parler d'une histoire de l'émancipation en Italie en plusieurs moments, avec des avancées et des retours en arrière. Et la première grande époque, donc la première émancipation, se situe à la toute fin du XVIIIe siècle. C'est le moment des arbres de la liberté, des grands discours des fraternités entre juifs et chrétiens dans les espaces des anciens ghettos italiens. Donc on a des discours magnifiques qui nous sont restés, qui parlent donc de fraternité entre les peuples, qui parlent d'un début d'une nouvelle époque, qui parlent de Napoléon en tant que nouveau Moïse moderne, et donc des discours éminemment républicain, on pourrait dire. Donc, et dans les ghettos, dans les anciens ghettos italiens, qui d'ailleurs prennent des toponymes différents, donc il y a tout un travail en fait de changement du symbolisme général en Italie. Ça se termine très tôt, parce qu'à l'été 1799, on a déjà un moment de repli, et un épilogue de la première émancipation juive italienne, à laquelle suit un moment de violence très importante, d'une violence contre-révolutionnaire qui est un élément anti-juif très important. Je veux juste rappeler que dans l'histoire italienne, c'est presque un unicum d'avoir donc en 1799 deux moments de massacre, de véritables massacres des juifs à Sienne et à Senigallia, dans l'Italie centrale. Et donc, en quelques moments, c'est le moment de la désillusion pour les Juifs, et le discours sur l'émancipation s'arrête complètement jusqu'au moment où il est repris avec la convocation du grand Sanhédrin par Napoléon à Paris, où des Juifs, donc des rabbins et des notables juifs italiens participent notamment pleinement à ce qui est la construction de Napoléon en tant que messie des Juifs. C'est très intéressant parce que d'un point de vue français, le moment napoléonien du Grand Sanhédrin, notamment, est beaucoup plus ambigu. Certaines de ces dispositions, on pense évidemment au décret infâme, constituent davantage des reculs par rapport aux avancées révolutionnaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'épisode napoléonien? Donc là, on n'est plus le Napoléon révolutionnaire, mais le Napoléon empereur, et la relation avec les Juifs à ce moment-là. Oui, bien sûr. On a tendance à croire, je pense, que la condition des Juifs n'a cessé de s'améliorer au cours du 19e siècle, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et en fait, le sort des Juifs a basculé sous Napoléon parce que l'attitude de l'empereur envers les Juifs était assez ambivalente. Donc, comme on a entendu, d'une part, il a apporté l'égalité révolutionnaire aux Juifs dans les pays qu'il a conquis, en Allemagne et en Italie. Mais en France, certains Juifs ont perdu leur égalité sous l'Empire. Donc, il faut comprendre que Napoléon était sensible aux plaintes portées contre les usuriers juifs par les paysans en Alsace. En même temps, il pensait que 15 ans après leur émancipation juridique, les Juifs alsaciens, surtout, auraient dû être plus intégrés à la nation. Donc, le 17 mars 1808, Napoléon a publié un décret concernant les Juifs alsaciens, le soi-disant décret infâme. Afin de décourager l'usure, le décret a annulé une grande partie des dettes contractées aux Juifs en Alsace.
Donc, les commerçants juifs qui prêtaient de petites sommes ont été ruinés du jour au lendemain, presque. En outre, les Juifs alsaciens avaient besoin d'une patente spéciale pour pratiquer le commerce. Aucun Juif, même français, ne pouvait plus s'installer en Alsace. Et afin d'encourager leur intégration, les Juifs alsaciens n'avaient plus le droit d'acheter un remplacement pour l'armée, comme tout le reste du pays d'ailleurs. Et ces règles devaient durer pour 10 ans. Il est clair que ce décret infâme qui ne s'appliquait qu'aux Juifs en Alsace a violé le principe révolutionnaire de l'universalité des lois. C'était un grand pas en arrière, je pense, pour les Juifs en Alsace. Et on peut même dire qu'ils n'étaient plus des citoyens à part entière sous l'Empire. Napoléon a fait d'autres choses aussi. Il a aussi essayé d'encourager ou de forcer l'intégration des Juifs en convoquant le grand Sanhédrin, qui était une assemblée de rabbins et de notables juifs, auquel il a posé une série de questions avec l'intention d'établir les limites de la loi juive en France. Donc, les membres de cette assemblée ont dû affirmer qu'ils voyaient les autres Français comme leurs frères et que rien dans la loi juive n'empêcherait l'accomplissement des devoirs imposés par l'État. Napoléon a aussi créé le consistoire juif en parallèle avec le consistoire protestant, ce qui a élevé le judaïsme au niveau d'une religion officielle en France, mais qu'il avait aussi mis sous le contrôle de l'État. Et ce système consistorial a fortement marqué le développement du judaïsme en France. Un résultat de ce système centralisé était qu'il n'y avait pas vraiment de rupture en France au XIXe siècle entre les orthodoxes et les réformistes, comme cela s'est produit dans d'autres pays comme en Allemagne, par exemple. Donc, quand la Restauration a remplacé l'Empire en 1815, on s'attendait à un autre recul dans le statut des Juifs en France. Mais la Restauration, malgré son conservatisme, était une époque assez favorable finalement aux Juifs. Donc l'Église catholique a bien sûr regagné le pouvoir qu'elle avait perdu pendant la Révolution française, mais la Restauration a décidé de ne pas renouveler le décret infâme quand il a expiré en 1818. Les Juifs sont redevenus, dans ce sens, des citoyens à part entière. Je dois ajouter juste que les derniers vestiges de discrimination contre les Juifs, à part cette question des dettes que vous avez évoquée tout à l'heure, mais les derniers vestiges ont disparu pendant la monarchie de Juillet. En 1831, le gouvernement de Louis-Philippe a assumé la responsabilité des dépenses du culte juif. Donc, les rabbins sont devenus des salariés de l'État, comme les prêtres catholiques et les pasteurs protestants. Donc, pour la première fois, les Juifs n'avaient plus à payer une taxe spéciale pour soutenir la synagogue ou les frais du culte. Donc, on comprend bien pourquoi les historiens ont tendance à décrire le milieu du 19e siècle comme un âge d'or pour les Juifs français, même si on voit la naissance d'une nouvelle forme d'antisémitisme moderne, tant à gauche qu'à droite, pendant cette période. Ensuite, la deuxième moitié du 19e et puis vraiment le 20e, la référence à la Révolution est davantage mémorielle. Elle est reprise comme un argument politique par les Juifs quand ils subissent un certain antisémitisme. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette référence qui rejaillit à différents moments en lien avec différentes affaires ?
Oui, bien sûr. Et c'était pas que les Juifs qui évoquaient l'émancipation des Juifs pendant la Révolution. Les antisémites l'ont fait aussi. Donc, si on pense par exemple à la France juive de Drummond, le grand best-seller de 1886. Donc, pour lui, l'argument de ce livre, c'est qu'en moins de 100 ans, les Juifs se sont emparés de la France, accumulant une richesse inouïe sans travailler. Et il blâme l'émancipation révolutionnaire des Juifs pour le triste état dans lequel les vrais Français comme lui se trouvaient. Dans les premières pages de son livre, il le dit très explicitement, et je cite Drummond, il dit « Le seul auquel la révolution ait profité est le juif. Tout vient aux juifs, tout revient aux juifs. » Donc, pour Drummond, l'émancipation des juifs était l'événement majeur de la Révolution française. Je pense que pour la majorité des Israélites français à la fin du 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la réponse à l'hostilité des antisémites comme Drummond était d'insister encore plus sur les valeurs révolutionnaires qui les avaient émancipés. Et l'exemple de Dreyfus lui-même, je pense, illustre bien cette attitude. Donc Dreyfus, comme on sait, était victime d'une énorme erreur judiciaire. Il était condamné à de terribles souffrances parce qu'il était juif, mais il n'a jamais cessé de croire en les valeurs révolutionnaires, la liberté, l'égalité, la fraternité. Il croyait vraiment que ces valeurs allaient triompher un jour, et il n'avait pas tort. En fait, il a fini par être exonéré. Pour Dreyfus et pour beaucoup d'intellectuels israélites, ainsi que pour les dirigeants de la communauté, comme le grand rabbin Zadok Khan, par exemple, à ce moment, la victoire ultime des Dreyfusards au début du XXe siècle prouvait le pouvoir et la durabilité de l'émancipation. Mais il y avait des exceptions, et je pense ici à quelqu'un comme Bernard Lazare, qui a tiré une conclusion tout autre de l'affaire Dreyfus. Il était bien sûr allié avec Herzl au début, et comme lui, il a commencé à croire à la nécessité d'un État juif autonome pour protéger les Juifs contre l'antisémitisme. Et à l'instar de Lazare, des générations d'historiens influencés par le nationalisme juif ont critiqué les Israélites français pour leur croyance naïve dans l'émancipation à la fin du 19e siècle. Donc, je pense ici à des historiens comme Dubnov, Simon Dubnov et Ahad Ha'am, qui pensaient que les Israélites français avaient trop essayé de prouver qu'ils étaient dignes de l'émancipation et qu'ils ont perdu leurs âmes en conséquence. Et après la Shoah, les historiens juifs critiquaient d'une manière encore plus forte, je pense, cette naïveté supposée des Israélites français. Et là, je pense à Hannah Arendt dans les origines du totalitarisme, et aussi des historiens comme Michael Maris, par exemple, qui avaient dénoncé la politique de l'assimilation des Juifs au XIXe siècle, c'est-à-dire leur foi dans les valeurs de l'émancipation révolutionnaire. Selon eux, selon Arendt et Marus, cette foi trop ardente a empêché les Juifs français d'être préparés pour les années de l'occupation, quand tout d'un coup, 150 ans de l'émancipation a été révoqué. Maintenant, je pense que les historiens ont commencé à questionner cette interprétation nationaliste influencée par le nationalisme juif. Et maintenant, on commence à voir les Israélites français d'un œil moins sévère, je pense. Et là,
Par exemple, je pense à la biographie de Dreyfus par Vincent Duclerc, qui voit Dreyfus comme un vrai héros, précisément à cause de sa fidélité aux valeurs révolutionnaires. Vous avez parfaitement raison de rappeler que ce paradoxe je pense à des pages de Isaiah Berlin où il met en accusation la cécité des Juifs français du fait de leur trop grande intégration sur la menace antisémite. Et en même temps, paradoxalement, pour le monde juif non français, européen en tout cas, que ce soit au moment du Grand Sanhédrin, donc l'égalité prononcée à ce moment-là, du fait de la taille de l'Empire, va bien au-delà des frontières de la France, enfin, qui seront celles de la France quelques années plus tard. Et puis tout au long du XIXe siècle, même l'affaire Dreyfus provoque aussi la réaction inverse à celle de Arendt. On cite beaucoup en France la phrase dont on ne sait jamais si elle a réellement été existée, enfin on ne trouve pas la trace, mais elle est répétée comme ça, du père de Lévinas, qui aurait dit, vous connaissez, un pays qui se déchire pour le sort d'un petit capitaine juif, c'est un pays où il faut aller immédiatement. Donc il y a exactement cette ambiguïté, ou disons cette dualité. On va faire un petit saut dans le temps parce que c'est vrai que la Shoah et en France la participation de Vichy à l'extermination a un peu, a en tout cas ramené le balancier d'un certain côté. Aujourd'hui, le judaïsme français, malgré le fait que la communauté juive française demeure la plus importante d'Europe, enfin soit la plus importante d'Europe aujourd'hui, n'a pas du tout cette force d'attractivité qu'il a pu avoir par le passé. Je me tourne vers vous, David Emano. Est-ce que le judaïsme italien aujourd'hui prend le judaïsme français, la vie des juifs en France comme une référence ? Bon, cela a été, c'est sûr, certes et certain. Cela a été pendant le 19e et en partie du 20e siècle. Je pense seulement au moment consistorial en Italie. Il a marqué à jamais en fait la vie politique et sociale des Juifs italiens. Donc ça a été un moment absolument important. Et le 19e siècle pour les Juifs italiens se développe sur les trajets de l'articulation entre lutte de l'émancipation et lutte pour l'unité nationale. Donc c'est une histoire toute particulière à l'Italie. Le lien avec la France demeure très fort je pense jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, un peu aussi après. Et c'est un lien à la fois, on reconnaît en fait aux Juifs de France, de Paris en particulier, une centralité d'un point de vue culturel et intellectuel, absolument. Et donc on a regardé pendant longtemps en fait la France comme le modèle, outre le centre juif européen. Je ne pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui dans notre contemporanéité. Je pense que les Juifs italiens se sont plutôt adressés vers Israël, plutôt. Donc c'est le nouveau centre en fait d'inspiration, le nouveau modèle à quoi regarder. Je viens de lire en fait dans la presse que Avraham Ben Yoshua, le grand écrivain israélien, va bientôt publier un nouveau roman historique qui a pour cadre le 19e siècle en Italie et la question de l'identité juive italienne lors du moment des mariages mixtes et d'une définition tout à fait nouvelle de l'identité, donc un compromis entre identité italienne et identité juive, qui c'est vraiment un sujet absolument passionnant. Et donc pour dire à quel niveau en fait les relations entre Italie et Israël aujourd'hui se sont faites vraiment très proches. Plus qu'entre l'Italie et la France, disons, en termes de référence. Dans ce contexte-là, c'est pas neutre de republier ces discours-là. On sait la population juive française a plutôt tendance à quitter la France qu'à y venir. Est-ce que c'est important ? Est-ce que ce contexte a joué dans votre décision de rappeler à travers ces 4 discours cet épisode-là ? Ouais, alors, je voudrais juste dire un tout petit mot, puisque vous évoquez la question des Juifs qui quittent la France. Au moment de la création des éditions d'Antilope, c'est-à-dire il y a 5 ans à peu près, on a eu beaucoup de témoignages de gens qui nous disaient leur plaisir à voir qu'il y avait une entreprise, enfin un projet
de l'ordre de la culture juive qui démarrait en France. Et ça a été quelque chose qui nous a surpris, Anne-Sophie Dreyfus et moi-même, qui nous a fait beaucoup plaisir, et en disant, parce qu'on parle de tous les juifs qui s'en vont, mais on ne parle pas de tous ceux qui restent, et ceux qui reviennent aussi. Alors, la publication de ces textes, je dois vous avouer qu'elle n'a pas grand-chose à faire avec les juifs dans notre esprit. Quand je les ai lus, je me suis dit que c'était des textes qui avaient une force contemporaine extraordinaire pour les questions de citoyenneté dans la société française à l'heure actuelle, qui ne concernent pas tellement les Juifs, parce que j'ai la sensation que pendant très longtemps, il y avait les Français d'un côté et les Juifs de l'autre. Maintenant, la ligne de partage dans la société française, elle a bougé, c'est-à-dire qu'il y a les Français et les Juifs d'un côté, et il y a les autres descendants d'immigrés, enfin les descendants d'immigrés de l'autre. Et en lisant ces textes, je me suis dit, c'est incroyable parce qu'on a l'impression d'entendre les mêmes clichés qu'on peut voir à la place des Roms, y compris par un Premier ministre qui a quand même balancé des clichés invraisemblables sur les Roms, à l'égard des Arabes ou des musulmans, à l'égard des migrants d'une façon générale. En fait, ces problématiques existent encore dans la société française. Et c'est la raison pour laquelle, puisqu'on a une maison d'édition qui s'occupe de la présence juive, on a souhaité republier ces textes maintenant, aussi pour montrer le chemin qui avait été fait, à part les normes entailles du régime de Vichy. Finalement, la situation des Juifs en France n'a quand même fait que s'améliorer d'une façon générale, mais surtout de voir l'immense parcours qui a été fait pour les Juifs, mais aussi tout le travail qui reste à faire pour un certain nombre d'autres citoyens français. Là-dessus, Maurice Samuels, vous avez récemment réagi à un échange de tribunes dans le monde sur cette mise en parallèle-là, qui est intéressante de revenir au discours révolutionnaire sur l'émancipation des Juifs pour parler des musulmans aujourd'hui. Oui, en fait, cela me trouble un peu d'utiliser l'exemple des Juifs pendant la Révolution pour montrer que les musulmans doivent changer leur religion. Alors, ce que j'ai essayé leur pratique culturelle. Donc, ce que j'ai essayé de montrer dans cette tribune, c'est que, et ce que j'ai évoqué tout à l'heure ici, c'est que rien de cette sorte n'a été demandé aux Juifs en échange de la citoyenneté. Donc, c'est basé sur une méconnaissance, à mon avis, des termes de ce débat pendant la Révolution française. Donc, j'ai essayé d'expliquer cela et cela aussi dans mon livre, Le droit à la différence, qui va être traduit finalement en français, donc l'année prochaine. Parfait, ça nous donnera l'occasion de prolonger cette conversation. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le petit livre qui est une excellente introduction à toutes ces questions, donc Discours sur les Juifs. Et puis pour les chercheurs ou ceux qui voudraient avoir une vue vraiment exhaustive de la question, je me permets de présenter aussi ce livre qui est donc une réédition récente en 2 volumes, j'en ai amené qu'un seul, donc c'est 2 volumes de 1000 pages, de tous les textes relatifs à la question des Juifs et de l'intégration des Juifs pendant la Révolution de 1787 à 1806, réédition donc très récente qui est préfacée par l'historienne Perrine Simon-Naoum. Merci à tous les 3 et à très bientôt à tous pour une nouvelle table ronde de la revue K.